Aujourd'hui, c'est la nuit. Aujourd'hui, je ne dors pas. Alors, on va tout faire à l'envers et on va parler non seulement de ça, Sleeping Beauties de Stephen and Owen King et Owen King, mais surtout, on va parler des livres qui déçoivent. Alors, Sleeping Beauties, eh ben, on n'a même pas foutu d'avoir un titre français, donc Beauté dormante. Moi, je dirais Beauté en sommeil. C'est c'est super, il y a un avertissement qui explique que c'est de la fiction. 2017 aux US, 2018 chez Albin Michel. Apparemment, c'est la première publiée en livre de poche. Moi, j'achète rarement des brochets. Et je crois que c'est le premier roman coécrit par Stephen King et son fils Owen, qui n'a rien à voir avec Pas de prière pour Owen, me semble-t-il, mais j'en sais rien. Le roman d'Irving, et c'est traduit par quelqu'un qui s'appelle Jean Hesch. Je pense que c'est une bonne traduction, mais je l'ai vraiment pas lu pour ça. Alors, le synopsis de Sleeping Beauty, c'est un roman, enfin une situation, là, plutôt dans une petite ville, aux États-Unis évidemment. En fait, on commence à voir, mais le phénomène est mondial, une maladie, un genre de maladie qui touche les femmes, et uniquement les femmes, et toutes les femmes, et qui fait que sort d'elles des grands filaments qui leur créent un cocon, et elles s'endorment en très peu de temps, et une fois endormies, elles ne se réveillent pas. Et si jamais on essaie de les réveiller quand même, globalement, elles vous découpent en morceaux et elles se rendorment. Ah, voilà. Et à partir de là, se déroule tout un roman qui est quand même assez long. Je sais plus combien ça fait de pages. Ouais, plus de 900. Voilà, c'est 950 T1. Super long. Tu as un avertissement à la fin des notes des auteurs, donc remerciements. Donc ça fait peut-être un peu moins. Il y a une liste des personnages, enfin bon, voilà, plus de 900 pages, c'est très très long. Et ça m'a vachement déçu, quoi. Alors, parce que cette espèce d'idée... alors, en plus, derrière, il y a des citations, Le Monde, Lire, Télérama. Bon, sur... Alors, je m'étais un peu inquiétée quand j'avais lu Plus qu'un plaidoyer féministe et une défense du droit des femmes. C'est une apologie lyrique et mystique de la féminité. Ça m'avait vachement inquiétée. Mais... en fait, c'est pas exactement... c'est pas un bouquin féministe à proprement parler, c'est un livre qui aurait pu être hyper féministe. Et en fait, c'est une idée qui est géniale. Elle correspond parfaitement à une des hypothèses de travail de Renan. Je vais me mettre de la crème sur les mains parce qu'elles me font mal. Je vais pas le faire en mode tuto beauté. L'idée est géniale et ça correspond donc à une espèce d'hypothèse de travail de Renan qui est que pour voir l'importance d'une idée dans le monde, il faut essayer d'imaginer le monde sans cette idée, et comme ça on peut un peu esquisser les contours de l'importance de cette idée. Bon, évidemment, d'un point de vue scientifique, ça se casse complètement la gueule. Je sais pas, les hypothèses comme ça, complètement spéculatives. Et puis, j'ai lu l'idéologie allemande de Marx et Engels hier. Bon, voilà, enfin, Renan est en plein dans le mysticisme. Attaqué par Marx et Engels, c'est jouissif à lire. Mais il y a ce truc comme ça qui... voilà, là, on est dans un roman, donc on s'en fiche, c'est pas de la science, quoi. Et je trouvais cette espèce d'idée d'avoir toutes les femmes qui s'endorment hyper intéressante. Alors, le truc, c'est qu'après, ce qui va se passer, c'est que donc, elles s'endorment. Alors, plein de spoilers, hein, comme d'habitude. Si vous voulez pas, vous coupez la vidéo. En fait, elles vont aller dans un monde parallèle, donc un peu dans le petit village dans lequel on suit la plupart des personnages principaux. Des personnages relativement stéréotypés, hein, une femme flic badass, etc. Et là, vont créer une espèce de village de mixité, hein, contrainte, puisqu'en fait, donc, le monde est séparé progressivement. Mais dans le cas, le temps ne se déroule pas à la même vitesse, il se déroule en fait beaucoup plus vite, et donc elles ont le temps de faire beaucoup de choses. Alors que dans le monde, on va dire réel, en tout cas, contemporain, quoi, le temps n'a pas changé de rythme, et en fait tout ça se déroule sur quelques jours, voire peut-être une semaine, quoi.
Alors, il y a des conséquences immédiates hyper fun. On parle d'un roman d'horreur, hein. Euh, les magasins sont pillés, notamment parce que les femmes elles cherchent tous les moyens possibles pour ne pas s'endormir, donc café, excitant, etc. Donc les dealers sont pris d'assaut et tout le monde achète de la drogue pour ne pas voir s'endormir les femmes, parce qu'on ne sait pas comment elles se réveillent, hein, si elles se réveillent un jour. Voilà, donc ça c'est genre hyper angoissant et c'est une pandémie ultra rapide. Comme ça, donc ça, j'ai trouvé qu'au niveau de l'horreur, c'était assez cool. Une grosse partie de l'action se passe dans une prison pour femmes. Et ça a amené des scènes assez intéressantes, et notamment de relations avec les gardiens. Alors, les gardiens hommes, j'ai pas été étonnée, mais c'était bien de le mettre, d'abus et de relations sexuelles forcées. Mais aussi de moments de sororité entre les détenus, et ça, c'était assez chouette, mais pas seulement un truc naïf, hein, en mode oh là là, comme elles sont entre femmes, ça se passe bien. Et c'est le cas aussi dans le village, hein, c'est pas parce qu'elles sont entre femmes que ça se passe bien, c'est compliqué. Et elles sont pas toutes du même avis. Ou globalement, le village, c'est une utopie féministe écrite par des hommes, pas trop crétins, voilà, mais bon, on peut lire Irlande, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Irlande est super drôle à lire quand même. Et en fait, ce qui m'a franchement déçu, c'est que moi j'avais bien envie que ça dure plus longtemps qu'une semaine en fait, cette, cette espèce de départ enfin, des femmes. Alors il y a immédiatement un truc un peu millénariste qui se propage et complètement misogyne qui est oh elles sont dangereuses donc faut brûler les cocons, et donc il y a des espèces de milices qui veulent brûler les cocons, ce qui en fait tue les femmes, et les femmes en fait dans les deux mondes, hein. Bon ben ça c'est pas cool, mais bon je pense que c'était pas mal de l'inclure, hein, comme conséquence possible de ça. Mais ce qu'on voit pas, en fait, c'est le bordel, parce qu'il n'y a pas les femmes. On a juste des enfants orphelins, un bordel généralisé, mais pas un bordel strictement lié au fait qu'il n'y ait pas les femmes. Voilà. Alors je me suis posé une autre question qui était est-ce qu'on peut dire que le roman est transphobe puisqu'il ne parle pas du tout de personnages trans, et donc est-ce que euh, les femmes trans seraient bien elles aussi amenées dans les cocons? Ça aurait été ou justement pas. Si elle n'était pas, ça aurait été hyper transphobe. C'est juste pas mentionné, et j'en déduis une chose qui moi me semble, mais alors là avec toutes les réserves possibles. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Je suis pas très forte sur ces questions-là. Que si c'est des femmes, c'est son norme, c'est tout. Voilà. Parce que c'est pas, il n'y a pas une explication de type biologisante, naturalisante de ça. Ça attaque les femmes, c'est les femmes. Point barre. Ça, j'ai trouvé ça bien. Euh, mais moi, en fait, j'aurais bien aimé voir ce que donnait sur, je sais pas, plusieurs mois, un monde sans les femmes. Alors, ça pose plein de questions politiques, etc. Un monde sans les femmes, pour le coup, est-ce que ça sera un monde où il y aurait plus de douceur? En tout cas, c'est le sbeul, c'est le gros bordel. Donc ça, c'est pas parce qu'il manque de la féminité, c'est parce que, en fait, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe quand la moitié de l'humanité disparaît d'un coup, enfin, ou n'est plus active, quoi, et que donc tous les travaux faits par cette moitié de l'humanité, et pour rappel, je crois que c'est 80% du travail, enfin des richesses qui sont produites par les femmes, et elles ne possèdent que moins de 20%, je crois, des richesses du monde. Je crois que c'est ça les chiffres, mais ça à vérifier. Donc c'est le sbeul. Voilà. C'est comme une espèce d'immense grève à ce niveau-là. Et ça, je trouvais ça méga cool comme idée. Et ça, c'est pas développé. Et ça, c'est une énorme, énorme déception. Et ça... Bon, et puis après, j'ai trouvé que le roman était super long, qu'il amenait des trucs assez mystiques, parce que il y a un arbre magique, il y a une porte entre le monde... un monde, en fait, spirituel, d'une certaine façon, puisque les femmes, physiquement, sont toujours dans leur cocon. Et une atteinte au cocon physique est une atteinte aussi dans l'autre monde, hein. Donc c'est pas un monde, enfin c'est un monde qui est relié, hein, c'est pas un autre monde qui serait une altérité radicale, hein. Ça ressemble un peu à une greffe des femmes. Euh, voilà. Bon, il y a des abrutis qui essaient de violer des femmes dans les cocons. En général, ils se font dépecer, c'est plutôt cool. Mais si on aime la violence, hein. Voilà. Et puis ce genre de truc, mais là on est dans du... pas dans du Weapon Revenge, hein, parce que c'est beaucoup plus court, c'est des épisodes, mais
bah, c'est évident que si les femmes, alors avec ou sans cocon, se retrouvent toutes endormies d'un coup, elles seraient violées. Enfin, genre, j'ai zéro doute là-dessus, quoi. Mais le fait qu'elles se réveillent et qu'elles se défendent ultra brutalement, pour le coup, n'était pas... Enfin, ouais, vous savez, moi, je sais pas, j'ai de l'empathie pour les faibles et les opprimés, quoi. Et donc, voilà, moi, il m'a manqué, en fait, tout ce développement, on va dire, social, politique, sur ben, un monde sans femmes. Alors, et clairement, ben, voilà, et j'ai pas tellement aimé la partie, là, super mystique, où, grosso modo, Eve arrive, etc. Ça, c'était chiant, quoi. Mais alors, moi, je me suis dit... je voulais pas en parler de Sleeping Beauties parce que voilà, j'ai pas trop aimé ça. Et j'étais déçue parce que bah, c'est pas le livre auquel je m'attendais ou le livre que j'aurais aimé lire. Et en même temps, bah, je l'ai quand même trouvé intéressant. Alors, bon, bah, j'en ai discuté récemment avec quelqu'un de proche et qui m'a dit raconte ce qui t'a plu et ce qui t'a manqué, quoi. Ben ouais, mais oui, mais c'est ça en fait qui est intéressant dans les mauvais livres. Ou dans les livres qui ne nous ont pas plu plus généralement, c'est pourquoi ils sont mauvais. Bah parce que j'attendais un truc précis, je l'ai pas eu. Donc je suis déçue, je suis frustrée, bon ça c'est facile, hein, c'est de la psychologie de comptoir. Mais surtout, bah, c'est quoi que j'aurais aimé avoir. Et qu'apporte un mauvais livre ou un livre insatisfaisant, ou qu'est-ce que ça amène. Alors ça tombe bien parce que je suis en train de corriger mes copies, donc bah, mon boulot c'est de leur dire ça c'est pas bon, et vous faites ça pour vous améliorer. Et alors c'est compliqué parce que j'ai pas envie d'aller écrire à King père et fils pour leur dire ce qu'ils auraient dû faire de leur roman, quoi. Enfin, ça n'aura pas d'intérêt. Le roman il est là, ils ont fait un roman. C'est un boulot évidemment que je prends en tant que tel et c'est un gros boulot. Hein. Mais, mais voilà, je me pose cette question de qu'est-ce qu'on fait du livre qu'on n'aime pas. Est-ce que, bah, voilà, c'était aussi la dernière vidéo de Book and Chill, donc pour le coup, salut, euh, où bah, elle est très désarçonnée par des passages du livre qu'elle lit que je connais pas, que je lirai pas. Et elle se demande si c'est drôle, triste, à pleurer, hyper violent, enfin. Et, et, et je trouve que c'est assez intéressant de reprendre un bouquin en essayant d'imaginer celui qu'on peut rêver. Alors là, je l'ai beaucoup fait, il y a des livres, alors je l'ai fait avec Les Guerrières, hein, c'est un livre que j'ai énormément rêvé avant de le lire, et ça correspondait pas du tout à ce que j'avais rêvé, mais comme j'avais un peu éloigné mes attentes, bah, j'ai pu l'accueillir en tant que tel, et ça s'est bien passé. Bon, Sleeping Beauties, j'ai pas eu une grosse attente, hein. Je l'ai vu sur un étal de librairie, la couve m'a plu, j'ai fait allez bingo, c'est parti, c'est pour cet été. Et je l'ai lu cet été. Ou en septembre, c'était encore l'été en septembre. Donc c'est vraiment un... Voilà, on n'a pas forcément... Enfin bon, après ma projection elle était quand même assez précise, puisque bah, j'attendais un truc en fait très politique, et j'ai eu un roman, quoi. C'est super, hein, les romans. Et ça... Voilà, ça mais je reste là. Alors, bon, il y a des livres qui vont décevoir parce que c'est un auteur qu'on adore et celui-là il est moins bon. Ça m'arrive avec un Irving sur deux par exemple. Et j'ai pas lu le dernier. Mais en général, si on est déçu, c'est parce qu'on attendait autre chose. Et je trouve intéressant de commencer à définir les contours de cette autre chose, de se demander le pourquoi. Bon, est-ce que c'est parce que on a une projection personnelle, une connaissance de l'auteur, voilà, etc. Est-ce que on va voir des signes objectifs que c'est pas ouf, je sais pas, politiquement, éthiquement, stylistiquement, l'intrigue est pas très bien construite, on voit des trucs qui manquent, ça marche aussi d'ailleurs pour les textes théoriques. Hein. Euh, voilà, qu'est-ce qui fait bah, qu'on est déçu, quoi. Et, et parce que ce qui fait qu'on est déçu, je trouve pas intéressant de dire ça c'est nul parce que c'est nul. Pas sur une chaîne littéraire, quoi. Expliquer pourquoi un truc va pas sur une chaîne politique, oui, ça c'est le boulot, quoi. Et encore, même là, expliquer ce qui politiquement aurait pu être fait différemment, c'est tout l'intérêt en fait des sensitivity readers, là, des gens qui sont en fait des consultants extérieurs, hein, le plus souvent de certaines maisons d'édition, qui vont relire les textes pour bah, expliquer
ce qui va, ce qui ne va pas, enfin surtout ce qui ne va pas, et que bah, là on peut éviter un peu de grossophobie, là c'est un peu raciste, c'est quand même dommage, etc. Et ça c'est un truc qui est super mal compris. Parce que, oh mon Dieu, la liberté de la création, elle va être atteinte, etc. Mais non, c'est pas ce qui se passe. Déjà parce que c'est des gens qui donnent des conseils. Hein. C'est pas chambé, quoi, de donner un conseil, ça... Bah, concrètement, ils n'ont pas de pouvoir décisionnaire. L'éditeur, oui, mais ça, il l'avait déjà. Euh, qu'il y ait une collaboration bah, entre un bon éditeur, en tout cas, ou un éditeur tel que je l'imagine, là, je pense aussi que je risque d'être déçu, et l'auteur, et que en fait la maison comporte pas mal de personnes, bah, ça me paraît assez sain. Et que les questions politiques, on va dire politiques, je sais pas si c'est politique ou moral finalement, mais que ce soit pris en compte, me paraît bah, en fait, hyper logique dans la mesure où bah, le bad buzz c'est pas cool, le plus souvent le type de littérature qui a recours à ce type de conseils bah, à un public qui est sensible à ce genre de choses, donc bah, il y a un moment, enfin, c'est commercial quoi, ça fonctionne mieux. Et puis bon, bah, voilà, je sais pas, si je pense que Damasio, bah, alors en plus Damasio a pas eu des agents de ce type, mais on sait qu'il a eu des amis concernés qui ont relu pour tel ou tel point, bah il aurait mieux fait de les écouter, quoi. Parce que, en fait, je pense que ce dont on ne se rend pas trop compte quand on lit ce genre de choses, alors il y a des sensitivity readers qui travaillent avec des maisons d'édition, ben, c'est qu'en fait, il y a quand même une large part du public, et une part de plus en plus large, qui est sensible aux questions auxquelles les gens qui bossent dans les maisons d'édition ne sont pas toujours sensibles, ou pas assez sensibles, ou pas, ou, voilà, ou ne sont pas assez conscientes, et puis ben, que en fait, je sais pas, une description raciste par exemple, ça fait une description raciste, et en plus ça fait souvent un mauvais livre, quoi. Et puis on va dire, bah là, de mes yeux, je vais dire, ah, les furtifs, j'ai aimé pour ça, ça, et pas aimé pour ça. Et puis en plus, bah, il y a franchement des passages racistes où j'ai eu l'impression dans les années 60, quoi. Bon, bah c'est dommage, parce que ça, déjà, c'est pas en fait très gros dans le bouquin, et ça permet de gagner beaucoup, en vrai. Et je parle pas seulement d'argent, c'est aussi, je sais pas, moi, ça me sort de la lecture, quoi, hein, quand je tombe sur un passage qui me choque, parce que bah, il va me sembler mal écrit, pas parce que il y a une recherche d'inconfort ou quelque chose comme ça dans le style, c'est hyper différent. Maria de Muraille a fait une tribune qui a été hyper décevante parce que elle oppose ça, elle a eu des reproches notamment de grossophobie pour un de ses personnages. Et en fait, ce qui lui était reproché, bah, c'était pas grand chose et ça aurait été très peu de choses. Et elle en appelait, elle, à la liberté de création, etc. Et en disant, mais est-ce qu'une femme ne peut plus se projeter dans un homme dans une femme, etc. Ben, en fait, moi, je veux bien qu'on se projette en tant qu'homme dans une femme, mais après, si j'ai l'impression de voir le Glenn or Glenda et Tim Burton a fait un film dessus, ça y est, j'ai perdu le nom du réal. Euh, Bon voilà, enfin dans tout le film, il y avait des mecs qui mettaient des nuisettes en disant j'aime tellement être une femme parce que je porte de la soie et c'est doux. Si se projeter dans une femme, c'est recourir à ce trope du j'adore me regarder dans le miroir et je me dis j'ai des gros seins, bah c'est triste quoi. Et en fait, si on n'arrive pas à se projeter plus que ça, c'est pas qu'il faut pas écrire, c'est qu'il faut bah, se documenter plus largement. Voilà, bon, j'avais pas tellement prévu de parler de ces questions-là. Enfin, moi, je sais pas ce que ça fait de faire pipi debout, vous voyez, enfin, de faire pipi avec ses mains. Je vais plutôt le dire comme ça, en fait. Et bon, bah, je peux imaginer ce que je veux, etc. Si j'écris un truc là-dessus, je vais peut-être demander à ce que ce soit relu par quelqu'un qui fait pipi comme ça, quoi.
ça sera peut-être plus réaliste que, je sais pas, il y a des trucs voilà, que j'imagine pas bien. Ça me paraît pas mal, tout en sachant qu'une personne elle-même n'est pas forcément pertinente, et c'est pour ça que demander à ses amis, ça marche pas, c'est comme dire je suis pas raciste, j'ai un ami noir, quoi. Bah, voilà, une personne ne fait pas caution, et c'est pour ça que le fait qu'il y ait des professionnels de ces questions-là, comme il y a des professionnels de l'orthographe, me paraît pas choquant du tout, quoi. Alors les livres décevants, qu'est-ce qu'on en fait? On arrête de les lire. Si on voit, je sais pas pourquoi je suis allée jusqu'au bout de ça, j'avais quand même envie de savoir comment ça finissait, parce que je reste quelqu'un d'assez curieux. Bon, et puis après ça se lisait pas trop mal, et je sais pas, en ce moment le soir je perds ma page toutes les nuits, et là c'était pas le cas, donc ça allait, je perdais pas trop de temps. Mais voilà, après faut peut-être, voilà, si on continue à le lire, alors qu'on sait qu'on n'aime pas, faut y trouver son compte. Donc ça on a envie d'être méchant, moi je lis pas pour être méchante, ça va, je corrige déjà des copies, j'essaie de pas être méchante quand je corrige des copies et d'aller vers le positif et d'aider les étudiants et les étudiantes à s'améliorer, c'est pas pour être méchante quand je lis la littérature, quoi. Je peux le faire sur un article d'une page, mais pas plus, c'est abominable en fait, on se fait du mal. Et ça va être pour, voilà, essayer de me demander, mais qu'est-ce que j'aurais aimé lire, quoi. Et parce que la question derrière, c'est toujours la même, c'est quoi que j'ai envie d'écrire? Parce que si j'ai envie de lire ce livre-là, est-ce que c'est pas parce que dans le fond, j'aurais aussi eu un peu envie de l'écrire? Je parle pas de jalousie, hein, de l'élan que le livre amène. Je crois que oui, c'est pour ça qu'il y a des grandes marches dans les livres de poésie. Allez, j'en reste là. Je vous dis à bientôt.